Bienvenue à tous, samedi 29 janvier, voici les grands titres de l'actualité. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées et ministre de la Défense nationale, présidera demain dimanche un conseil des ministres par visioconférence. L'agriculture, l'habitat, l'environnement, le transport ainsi que la situation des projets d'investissement bloqués seront passés en revue. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu un appel téléphonique de la part de son homologue français Emmanuel Macron, durant lequel le président français a renouvelé son invitation au président de la République pour prendre part au sommet Union européenne-Union africaine qu'abritera Bruxelles. L'Observatoire national de veille sur la disponibilité des produits pharmaceutiques, créé il y a près d'une année, a aujourd'hui su trouver la meilleure formule pour résoudre le problème des tensions induites par les ruptures de médicaments. Nous irons par la suite à la rencontre d'un artiste photographe originaire de Boussaïd avant de vous emmener au cœur d'un site touristique thérapeutique par excellence dans les Aurès datant de l'époque romaine. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, présidera demain dimanche un conseil des ministres par visioconférence. Il sera question de l'étude et de l'examen d'exposés dans les domaines de l'agriculture, de l'habitat, de l'environnement et du transport. Concernant la situation des projets d'investissement suspens, un exposé sera présenté au chef de l'État par le médiateur de la République. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu aujourd'hui un appel téléphonique de la part de son homologue français Emmanuel Macron, lors duquel le président français a renouvelé son invitation au président Abdelmadjid Tebboune pour prendre part au sommet Union européenne, Union africaine qu'abritera Bruxelles. Selon un communiqué de la présidence de la République, les deux chefs d'État ont évoqué lors de cette communication les relations bilatérales et examiné les perspectives de la tenue du Haut Comité sectoriel intergouvernemental. Santé Covid-19, les derniers chiffres communiqués par le ministère de la Santé sont en baisse. Ils font état de 1742 nouvelles contaminations, 1090 guérisons et 10 décès malheureusement à déplorer. Un bilan qui reste tout de même élevé. Et la vaccination s'avère être le seul véritable rempart pour contrer le virus et ses variants. Et avec la recrudescence des cas de contamination au Covid-19 ces dernières semaines, le gouvernement n'a pas manqué de déployer d'importantes ressources humaines et matérielles pour accueillir dans les meilleures conditions les citoyens. L'exemple ce soir du côté de Sétif, Yemina Saïdi. Face à cette situation sanitaire inquiétante et à la propagation du nouveau variant plus virulent Omicron, les autorités sanitaires de la wilaya de Sétif ont mis en place plusieurs points de dépistage gratuits. Et pour ceux dont le résultat est négatif, ils sont directement orientés vers le point de vaccination le plus proche. Le but de cette campagne est le dépistage du Covid-19 et la sensibilisation sur la nécessité du vaccin. Le groupe de laboratoire Selem a mis à notre disposition des tests rapides pour le dépistage, ce qui a attiré de plus en plus de personnes. Les unités de dépistage et de suivi nous permettent de rester en contact avec les malades pour mieux les prendre en charge et les orienter. Un afflux important des citoyens a été enregistré ces derniers jours au niveau des deux unités de dépistage et de suivi, une initiative à laquelle la société civile a activement participé, tous mobilisés pour le bon déroulement de l'opération. Aujourd'hui, j'ai fait mon test. Heureusement que le résultat était négatif. Je vais me faire vacciner. J'espère que ça va se généraliser sur l'ensemble du territoire national. C'est une bonne initiative, d'autant plus que le test est gratuit. J'ai fait mon test à l'instant et je compte bien me faire vacciner. Je suis rassuré de pouvoir passer du temps avec ma famille sans représenter un danger pour leur santé.
L'opération qui a été un franc succès se poursuit et sera répandue dans l'ensemble des autres wilayas du pays. Objectif, dépister le maximum de personnes et les sensibiliser sur la nécessité de la vaccination, seul moyen de mettre fin à la propagation du virus et de ses variants. Et on vous parle à présent de l'Observatoire national de veille sur la disponibilité des produits pharmaceutiques qui a la mission de résoudre les problèmes des tensions induites par les ruptures de médicaments. C'est une cellule qui a aujourd'hui su trouver la meilleure formule pour garantir aux malades la disponibilité des produits pharmaceutiques. Walid Yousfi. Avec un total de 24 millions de doses fabriquées depuis sa mise en service, cette unité de production pharmaceutique distribue pas moins de 3 millions d'unités d'anticoagulants injectables par mois, ce qui lui permet de répondre à la forte demande du marché algérien sur ce type de produit. Il faut noter que notre entrée sur le marché en novembre, nous sommes arrivés sur le marché avec une grande rupture, une grande pénurie de cette molécule l'énoxaparine. Nous distribuons une répartition à l'échelle nationale avec aucune condition commerciale. Alhamdoulilah, notre stratégie d'appro, c'est l'anticipation. C'est ce qui nous a permis d'ailleurs de faire face et de ne pas du tout être en rupture. Et j'insiste là-dessus. Il y a une tension qui est compréhensible par le peuple et qui est même internationale et mondiale, mais nous livrons et nous distribuons chaque semaine régulièrement. Et pour pallier cette tension, un observatoire de veille sur la disponibilité des produits pharmaceutiques a été installé par la tutelle. Cette équipe de pharmaciens de formation traite et analyse chaque jour une quantité astronomique de données envoyées des 4 coins du pays. Leur mission, la collecte d'informations pour anticiper et assurer une disponibilité continue des médicaments en Algérie. On est en train de confronter les programmes prévisionnels de production, les programmes prévisionnels d'importation et de livraison, et avec les états de stock et les consommations. Et on remet ces données-là à l'Observatoire national de veille sur la disponibilité de produits pharmaceutiques afin d'assurer les mesures nécessaires pour assurer une disponibilité en continu des produits pharmaceutiques. Si par exemple je constate que j'aurai une pénurie dans un médicament donné, je demande au producteur de m'adapter son programme de production, qu'il m'augmente des quantités. Par exemple, si j'ai 3 fabricants, c'est juste des exemples qu'on donne pour simplifier la chose, si j'ai 3 fabricants, un fabricant qui ne peut pas fabriquer un tel type de médicament or qu'il a une part sur le marché, je demande aux 2 autres donc, de compenser la part de ce 3e fabricant. Donc là c'est pour justement éviter cette rupture et éviter cette pénurie. Éviter tout risque de pénurie, mais aussi assurer la disponibilité du produit, notamment en temps de crise. Depuis le début de la 4e vague, les médicaments prescrits en cas de contamination au Covid-19 sont de plus en plus demandés dans les officines. Il y a une tension sur beaucoup de produits, pas mal de produits, qui sont dus à la demande importante par rapport justement à la conjoncture de la nouvelle vague de Covid-19. Donc ça ne sert à rien de demander des traitements pour de longue durée, ce qui va créer des tensions. On ne va pas dans une pharmacie pour demander 10 boîtes de paracétamol ou 10 boîtes d'énoxaparine. Pourquoi ? On doit suivre la prescription et on doit être approvisionné de manière régulière comme le rythme de production et le rythme de distribution par l'établissement de distribution en gros Valais Officine. Depuis le 18 janvier dernier, tout producteur, importateur ou distributeur de médicaments est tenu de livrer son produit en moins de 48 heures après son stockage, de quoi fluidifier l'approvisionnement du marché en produits pharmaceutiques et réduire la tension sur certains types de médicaments. Et en ces temps de pandémie, les bienfaits des plantes médicinales ne sont plus approuvés. De plus en plus de personnes se tournent désormais vers la phytothérapie pour renforcer leur système immunitaire. À Blida, les habitants sont à la rescousse de ces végétaux. Falil Hamdi a rencontré certains d'entre eux. Reportage. À
avec la propagation rapide de la pandémie Covid-19, la prévention reste l'une des meilleures mesures à prendre. Et le recours aux remèdes naturels peut également constituer une solution alternative pour renforcer l'immunité. Les herbes adossées, habituellement, on les prend chaque soir, surtout pendant l'hiver. L'efficacité de l'avocat, c'est le retour au traditionnel. Les herbes médicinales, on les trouve directement chez les herboristes. C'est des connaisseurs. Je préfère bien, je suis natif de Blida, je préfère prendre des tisanes, des herbes. Ils nous conseillent avec des herbes qui sont vraiment efficaces. Je conseille les gens de consulter directement les herboristes, les anciens herboristes, parce que c'est des gens de métier de génération en génération. Déjà à la 3e génération. Les échoppes d'herboristerie à Blida enregistrent une véritable ruée des citoyens en quête de plantes ou mixtures efficaces. Comme une tisane des clous de girofle avec du citron, zinjabil aussi, har, et je fais talbisbès aussi. Je fais ça et je prends ça. Des fois, enfin il y a quelques jours, je prenais ça tous les soirs avant de dormir au lit parce que ça me chauffe. Généralement, on prend Zator, on prend Louisa, on prend Clio, on prend les plantes qui sont... Généralement, on les plante bien avant le Covid. Les plantes c'est pour la grippe. Comme le Covid, c'est une grippe, quelque part. Donc, on prend généralement les mêmes... On prend de tisane. Aucun microbe de Carrefour. À part ça, un traitement pour le Covid, ça n'existe pas. Pour le moment, à part le vaccin, je ne vois pas quelque chose. Mais ça aide quand même. Ça aide, oui, ça soulage. Les herboristes de Blida ne manquent pas de travail avec la pandémie. Les gens ont fait le choix des plantes médicinales très populaires pour tenter de se protéger du virus. Origan, gingembre frais, armoise et bien d'autres plantes ont la cote ces temps de coronavirus. Pourquoi ne pas s'offrir un moment de calme, prendre une bonne tisane, une habitude 100% nature qui a fait ses preuves. C'est en tout cas un défi pour la pharmacologie moderne qui ne peut plus ignorer les étonnantes vertus thérapeutiques de ces végétaux. Aïn Timouchan, des neurochirurgiens de l'hôpital Benzerdjeb, en partenariat avec l'hôpital de Lyon, ont procédé à plusieurs interventions pédiatriques. 8 opérations ont été réalisées en l'espace de 3 jours, des journées opératoires qui auront permis également par un échange d'expériences. Nesrine Bensaïdi. Ils ont entre 4 mois et 4 ans et ils viennent de subir une intervention au niveau du rachis et de la moelle épinière. Des interventions lourdes réalisées avec succès dans le cadre d'un partenariat regroupant des spécialistes en neurochirurgie pédiatrique entre l'hôpital de Benzerdjeb et celui de Lyon. Nous avons pris en charge plusieurs opérations d'enfants souffrant de craniothénose, hydrocéphalie et de malformations de la moelle épinière, des interventions réussies. Mon fils vient de subir une intervention neurochirurgicale très complexe, mais réussie à 100%. Il avait un problème au niveau des yeux. Nous avons été très bien pris en charge, mon enfant et moi. L'opération est réussie, Dieu merci. Outre les interventions réalisées sur les enfants, les spécialistes réunis ont profité de ces journées opératoires pour un échange d'expériences et de savoir-faire. Ces journées d'études contribueront à l'évolution de la spécialité de la neurochirurgie pédiatrique en partenariat avec des chirurgiens étrangers. Ma mission ici était d'aider mes confrères à créer un service de neurochirurgie pédiatrique et apporter mon expérience. Nous avons eu des échanges qui ont été très intéressants. Cette 12e journée de neurochirurgie internationale n'est témoin et nous avons pu aussi opérer des enfants en apportant ce qu'est mon expérience, ma vision et en essayant de donner des indications que j'espère le professeur Farah va faire continuer ici.
Ces journées opératoires ont permis d'effectuer 8 interventions pour traiter différentes pathologies neurologiques en 3 jours à titre purement bénévole. Admettre que malgré des siècles d'évolution, notre survie dépendra toujours de celle de la nature, c'est important. Alors que deviennent nos déchets une fois collectés? Nous avons suivi leur parcours du pied de votre porte jusqu'au centre de tri pour les déchets recyclables. Un travail fastidieux et physique. Malek Delahmoun et Yanis Abdelkassem. Nous procédons à la collecte des déchets ménagers à raison de 3 fois par jour à travers toute la capitale. Il faut savoir que nous disposons de 3 types de camions bennes pour une collecte sélective pour le pain, le plastique et le carton. Après la collecte de ces matières majoritairement recyclables, direction l'un des 8 centres de recyclage de déchets dans la wilaya d'Alger. Une fois arrivés, les camions sont déchargés. Place à présent au processus de recyclage et ça commence par le tri. Ces centres sont dédiés au tri de toutes les matières, prêtes à être recyclées. Après la réception des camions, nous faisons le tri comme vous le voyez. Le carton est mis de côté, le plastique, mais également le pain. C'est la dernière étape avant la vente. En plus de préserver l'environnement, le recyclage de déchets ménagers et industriels est aujourd'hui générateur de richesses et d'emplois. Beaucoup d'investissements sont faits dans cette filière porteuse et très rentable. Ces centres de recyclage et de traitement des déchets ont pour but de préserver l'environnement. Ils créent également de l'emploi direct au sein même de l'entreprise et de l'emploi indirect chez les fournisseurs, comme ceux qui font de la récupération ou la transformation du carton. Voici donc un domaine où la matière première ne risque pas de manquer et qui pourrait générer aujourd'hui une valeur marchande potentielle de gisement des déchets recyclables qui pourrait atteindre plus de 90 milliards de dinars par an. La culture du moringa, une filière qui pointe le bout de son nez en Algérie. Cette plante, appelée la plante miraculeuse, suscite l'intérêt des agriculteurs de Béchar, qui sont aujourd'hui nombreux à se lancer dans cette filière en raison de ses vertus médicinales, nutritionnelles et cosmétiques. Dounia Nouali et Nesrine Messaidi. Le moringa, ou l'arbre de vie en Inde, ou l'arbre miracle en Afrique, connu et consommé depuis des siècles sous d'autres cieux, fait petit à petit son entrée en Algérie. Ses feuilles et l'écorce de son arbre sont réputées pour leurs nombreuses vertus médicinales, nutritionnelles et cosmétiques. Cette plante attire de plus en plus les agriculteurs de Béchar qui aspirent notamment à en faire une filière agro-industrielle à forte valeur ajoutée. C'est un arbre très bénéfique. La plupart des herboristes de Béchar sont obligés de le ramener de très loin. On s'est dit pourquoi ne pas tenter l'expérience et se lancer dans ce genre de culture. Et Dieu merci, nous avons d'excellents résultats. Nous avons appelé cette plante la plante miraculeuse en raison de ses nombreuses propriétés. Le moringa contient par exemple 7 fois plus de vitamine C qu'un agrume. Tout se consomme dans le moringa. Les graines oléagineuses du moringa contiennent une huile végétale riche en acide oléique. Elle est très prisée dans le domaine de la phytothérapie et très rentable également, puisque le kilo en Algérie coûte jusqu'à 4000 dinars actuellement. Cette plante est très demandée par les clients. Son utilisation varie selon la demande. Le moringa est vraiment recommandé pour soigner l'hypertension, le cholestérol, l'ostéoporose et même le rhumatisme. Certaines personnes ignorent ses nombreux bienfaits. Ce petit arbre aux feuilles caduques résistant bien à la sécheresse et dont la croissance est très rapide a tout pour plaire, une filière prometteuse qui commence à gagner du terrain. Agriculture toujours. À Saïda, une unité de production d'aliments pour l'élevage des bovins a bénéficié de nouvelles batteries de mesures décidées par le président de la République. Ce qui a garanti entre autres une production abondante et une distribution équitable d'aliments de bétail de bonne qualité. Yanis Abdelkassem. À l'arrêt depuis 2 ans, cette unité de production d'aliments pour bétail à Saïda a enfin pu bénéficier d'un permis d'exploitation temporaire. Remise en service, cette usine produit jusqu'à 240 tonnes par jour, commercialisée à travers 12 points de vente à travers le pays.
Nous étions à l'arrêt depuis le mois de janvier 2020 à cause des entraves administratives. Mais grâce à la batterie de décisions prises par le président de la République, depuis le mois de décembre dernier, nous avons obtenu un permis d'exploitation exceptionnel. C'est ce qui nous a permis de redémarrer l'activité de l'entreprise. Il faut savoir que nous produisons 18 variétés d'aliments de bétail. Et pour ce qui est de la matière première telle que le maïs, nous en avons en quantité suffisante puisqu'il nous parvient des importateurs de rang, contrairement au sang de blé, dont la disponibilité est soumise à quelques contraintes. Cette unité a également permis la création de plus de 60 postes d'emploi directs et indirects au profit des chômeurs de la région et répond également aux besoins des maquignons avec des prix compétitifs et un produit de qualité. J'étais au chômage pendant 7 ans, mais depuis que cette entreprise a repris du service, je travaille et je suis payé à chaque fin de semaine. Les prix des aliments de bétail sont raisonnables. Ils sont aussi de bonne qualité. J'en profite pour lancer un appel au ministre de l'Agriculture pour qu'il subventionne le sang de blé dont les prix restent élevés. Avant, je m'approvisionnais à partir du marché de bétail. Le transport me coûtait cher et la qualité n'était pas excellente, contrairement à celle que j'achète dans cette usine. Nous avons octroyé 6 attestations d'exploitation temporaire au profit des investisseurs. Il faut savoir que certains investisseurs bénéficient d'un accompagnement, surtout ceux qui rencontrent des problèmes d'alimentation en électricité et en gaz, et même ceux qui ont des permis d'exploitation en suspens. En attendant une extension de cette unité, ce projet prometteur compte également se lancer dans la production d'aliments pour les poissons d'élevage, de quoi permettre la création de plus de postes d'emploi et lutter contre la spéculation. L'actualité à l'étranger marquée par cet appel au prochain sommet africain prévu en février à annuler la décision d'adhésion de l'entité sioniste à l'Union africaine. Les participants à une conférence régionale africaine ont hier souligné que la décision du président de la commission de l'UA de valider la qualité de membre de l'entité sioniste en tant qu'observateur au sein de l'Union africaine est une décision contraire aux dispositions des statuts de l'UA aux valeurs des peuples africains. Dans leur déclaration finale, les participants appellent les gouvernements des pays de l'UA à prendre des positions claires et à asseoir des règles procédurales qui interdisent à l'avenir tout manquement envers l'Union par l'entité sioniste et également à revoir la relation entre certains gouvernements africains et l'entité sioniste. Une déclaration qui comprend un autre appel à toutes les organisations, acteurs et associations de la société civile concernés par les droits de l'homme à mettre en place formellement un organe non gouvernemental chargé de faire face à l'infiltration de l'entité sioniste dans le continent africain. Dans une intervention faite lors de la 43e session de la commission des représentants permanents auprès de l'Union africaine, l'ambassadeur sahraoui en Éthiopie et représentant permanent à l'Union africaine, Lamine Abali, a appelé à traiter les vraies raisons liées à la situation des réfugiés sahraouis, à savoir l'occupation marocaine. Il a également salué les efforts consentis par l'Algérie et par les organisations humanitaires internationales dans le soutien de ces réfugiés pendant plus de 40 ans, affirmant que la communauté internationale n'a pas traité cette question de la manière appropriée, notamment auprès de la poursuite des affrontements militaires entre les deux pays membres de l'Union africaine, et ce lors de l'examen d'un rapport élaboré par la Commission de l'Union africaine sur la situation humanitaire en Afrique durant l'année écoulée en prévision des 2 sessions du Conseil exécutif et du sommet de l'Union africaine dont la tenue est prévue le 2 février prochain. À ce propos, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa El-Faqi, a insisté sur le fait que l'agenda de ce sommet soit chargé, ce qui traduit quand même l'importance de cette session. Sultana Khaya est toujours la cible de l'occupant marocain en raison de son combat pour l'autodétermination et l'indépendance du peuple sahraoui. Assignée à résidence et après de très nombreuses ignobles agressions, la militante des droits de l'homme s'est vue être soutenue par d'autres militantes sahraouis. Emily Silidir. La militante Sultana Khaya et sa famille continuent de subir la répression et l'agression de l'armée de l'occupation marocaine. Face à ces humiliations incessantes, 2 groupes de militantes sahraouis ont tenté de briser le siège auquel est soumis le domicile de la famille de Khaya et ont essayé de la rejoindre afin de la soutenir. Une façon de montrer la solidarité du peuple sahraoui avec la militante face aux violations incessantes de ses droits.
Il était 17h quand j'ai reçu les militantes sahraouis des droits de l'homme. Nous étions enfermés ici à la maison avec ma famille et d'un coup nous avons entendu des cris dehors. Nous avons ouvert la porte pour savoir ce qui se passait et là on s'est retrouvés encerclés par des éléments de l'armée marocaine. Ils nous ont frappés, insultés et menacés. Quand ma sœur Louara a essayé de fermer la porte, ils l'ont attaquée. Elle a essayé de filmer son agresseur, mais il l'a frappée avec un poing au visage et moi-même, j'ai reçu un coup de poing et de bâton. Malgré ces actes barbares, Soltana Khaya et sa famille continuent leur lutte aux côtés des autres militants sahraouis. Ni l'intimidation, ni l'oppression ne les empêchent de se soutenir. Ils continuent leur bataille face au mépris de l'arsenal répressif de l'occupation marocaine. Retour chez nous en Algérie à la rencontre d'un artiste photographe originaire de Boussaada. Sa spécialité, la photographie de produits. Il est aussi passé maître dans l'art de la nature morte. C'est un véritable passionné qui, avec le temps et l'expérience, est devenu formateur et aspire aujourd'hui à ouvrir sa propre école de photographie. Il s'appelle Zohair Leglouti et c'est Lamia Boudbouda qui vous le fait découvrir. Des images qui balancent entre peinture et photographie. Cela s'appelle le still life ou nature morte. Et Zohair Leglouti en a la parfaite maîtrise. Il réalise des mises en scène avec de simples objets du quotidien et chaque photographie est un petit chef-d'œuvre. Le moment où la photo, elle bascule entre la photo et le dessin, là, on capture l'image. Les gens, ils ont cette manie ou cette question, cette fameuse question, est-ce que c'est du dessin? Et quand on me pose cette question, là, je suis satisfait et je dis que j'ai réussi ma manœuvre. Doté d'un sens aigu de la composition et de l'esthétisme, Zohair Leglouti est aussi photographe de produits, un savoir-faire spécifique où le produit est la star de ses clichés. Il doit mettre sa façon de faire pour se distinguer des autres photographes, ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, satisfaire le propriétaire du produit, et c'est ça le deuxième problème. Et ensuite, il doit les deux satisfaire la dernière étape, et c'est le plus essentiel, c'est satisfaire le consommateur. Originaire de Boussaada, notre artiste a été chargé d'une mission de valorisation du costume traditionnel boussaadi, pour lequel il a choisi un décor spécifique. On ne peut pas valoriser ou faire donner plus de valeur pour un costume si on le dépayse. Ça veut dire qu'on va le sortir de son contexte. Ça, c'est le costume traditionnel boussaadi. Par exemple, les chaussures, normalement, on l'appelle rihiya. Le pantalon, c'est surwal arbi. Le chapeau, c'est mdal. Il y a l'okaza, ça diffère. Tout dépend de l'occasion où on utilise la chose. Il y a le gilet le chash normalement bon, d'après ce qu'on m'a dit, parce que j'ai essayé de faire une petite recherche pour avoir encore réconforter l'information du costume. Formateur de photographe, il anime plusieurs ateliers et conférences. Il compte ouvrir une école de formation. On vous emmène en balade dans les Aurès, dans la commune d'El Hamma, à 7 km de Khenchla, pour vous faire découvrir ou redécouvrir un site touristique et thérapeutique par excellence. Son exploitation remonte à l'époque romaine, c'est la fontaine chaude Aqua Flaviana. Yamina Seiji. Aqua Flaviana, plus connue sous le nom de Hammam Salhin, est l'une des anciennes stations thermales en Algérie. Les vertus de ces sources chaudes, autrefois sacrées, ne sont plus à démontrer. Un bain romain, vieux de 2000 ans, son édification remonte à l'époque des empereurs Flaviens, en l'an 69. Cette station thermale a été édifiée entre l'an 76 et 96.
Donc à la fin du 1er siècle, il a été édifié par la 3e Légion Auguste. Ce n'était pas seulement des stations thermales ou des sources d'eau dédiées à la baignade ou à la détente. C'est aussi un haut lieu de discussion politique, un lieu de rencontre et de réunion où l'on pouvait également s'adonner au sport ou à la lecture. Un peu plus au sud de Khanchla, on retrouve le site d'Ibarliyen, un village amazigh de Khayrina, qui se dresse en haut de la colline qui surplombe la vallée, exhibant fièrement ses maisons à l'architecture unique et ancestrale. Nous nous trouvons aujourd'hui sur le site archéologique de Tibarliyen. C'est la première fois qu'il est filmé par une chaîne de télévision. Il se compose de 2 sections, une section civile et une section militaire. Des sources historiques indiquent qu'il a été bâti durant le 1er siècle. Quand on se dirige au sud-ouest de Khanchla, le paysage change complètement, laissant place à une vaste forêt de pins. Le mont Chelia constitue le plus haut sommet de la chaîne montagneuse des Aurès, Keltoum, culminant à 2328 mètres d'altitude. Sport, l'équipe algérienne dames de handi-basket a remporté aujourd'hui le sacre africain après sa victoire devant l'Afrique du Sud 67-29 en finale du championnat d'Afrique de la discipline. À Addis Ababa en Éthiopie, il s'agit de la 5e victoire de suite dans le tournoi pour les Algériennes après les 4 premières enregistrées lors du premier tour. Et on termine avec justement le cross-country au terrain du golfe de Ibrahim, un sujet que vous suivrez dans la prochaine édition. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous et à très vite.